Plusieurs points de passage possibles sont étudiés avant de retenir les environs du village de Youssouf, futur Ain Lassel. Selon Abdelnour, le lieu présente deux avantages. D'abord, l'effet de surprise, étant donné qu'il sera utilisé pour la première fois. Ensuite, le terrain boisé, tout proche de la ligne, offre la possibilité de mettre les hommes à couvert dès le franchissement du barrage. Des éléments du 13e bataillon, appuyés par une partie de ma compagnie lourde, seront placés de part et d'autre du point de passage pour tenter d'empêcher toute intervention hostile. Le passage s'effectue à l'arraché, protégé sur leur côté. Les unités ouvrent des brèches dans l'inextricable enchevêtrement d'obstacles en utilisant des charges explosives allongées, appelées Bangalore. Ces charges sont capables de détruire les barbelés et les mines et d'ouvrir des cratères d'un demi-mètre environ de largeur. Mais alertent aussi les forces ennemies postées aux alentours. Les trouées provoquées par les tubes de Bangalore sont suffisantes pour laisser passer une colonne sans danger. La ligne électrifiée est coupée en dernier ressort, afin d'éviter les dangers d'électrocution. Cette dernière tâche revient aux équipes des cisailleurs qui savent couper les fils sous une tension de plus de 5000 volts. Des éléments équipés de tout l'attirail de l'électricien sont chargés de fixer les fils qui, une fois coupés, vont dans tous les sens, tels des reptiles fous en crachant des flammes bleuâtres. Les hommes portent autour de leur ceinture d'autres charges allongées, souples celles-là, auxquelles ils peuvent avoir recours à chaque fois que des obstacles se dresseront devant eux. La profondeur des réseaux de barbelés n'étant pas la même d'un point à l'autre de la ligne. Le franchissement semble se dérouler d'abord normalement quand soudain nos éléments infiltrés en profondeur dans le dispositif ennemi sont pris à revers par des tirs de mitrailleuses cachés dans des blockhouse installés en arrière et non décelés par nos éclaireurs. Les Français font exploser le champ de mines combiné au moment où le groupe de tête, une quarantaine d'hommes, y est engagé. Les balles traçantes sont des braises ardentes. Elles transforment le champ de mine en grille, tissonnent le magma de corps, le retournent, précipitent dans une course éperdue ceux qui encore indemnes n'osaient pas, l'instant d'avant, esquisser un seul pas. Voulant mettre à l'abri ces hommes, Haddadi leur ordonne de rejoindre en courant le bois qui se trouve à proximité, sans mesurer le risque de les voir tomber sur un autre champ de mine. Mais a-t-il vraiment le choix? La confusion est totale. Celui qui n'a jamais été pris dans un champ de mine ne peut imaginer l'effroi que ressent celui qui voit soudain le sol éclater sous le pied de son compagnon et qui entend le terrible cri de douleur du blessé. Les ténèbres s'illuminent soudain d'hématomes rougeâtres. Les mines explosent dès qu'un homme pose le pied sur elles. Les déflagrations sont étrangement atténuées. Des silhouettes courent droit devant ou, semblant céder à des humeurs fantasques, sautillent à cloche-pied, tournoient et s'effondrent. Dès que le fil de traction relié au système d'allumage des mines bondissantes sont heurtés, celles-ci sont projetées par leur charge de dépotage et explosent à mi-hauteur d'homme. Mesurant environ 20 cm par 15, bourrées de grenailles, elles emportent un bras, une jambe ou une bonne partie du corps. Nos armes d'appui ne sont d'aucune efficacité. Cette sanglante surprise fait échouer la tentative de franchissement. 13 hommes sont tués sur le coup, dont les principaux responsables du commando, Abdelnour, l'Asnami et aussi l'infortuné Yazid Ben Yazzar. Beaucoup sont blessés et seront faits prisonniers. Abdellaoui, le chef du détachement, blessé, est contraint de rebrousser chemin avec une partie de ses effectifs. Abandonnant les autres fauchés par les mines ou les mitrailleuses, il n'a pas le choix, lui-même est blessé. Une stèle érigée plus tard à l'endroit même où ils sont tombés rappelle leur sacrifice. Parmi les compagnons qui sont morts cette nuit-là, figurent 2 hommes, Abdelnour et l'Asnami, courageux et pleins d'audace, avaient été de tous les coups d'éclat et avaient marqué tous ceux qui les avaient connus. Nous étions devenus amis. Abdelnour, ancien d'Indochine, était aimé de ces hommes pour sa bonne humeur. Il avait toujours le mot pour rire. Il était revenu entier des rizières indo-chinoises avec uniquement, pour ne pas oublier, un sourire. 18 carats. Mais pour nous, l'éclat de son sourire ne devait rien alors. C'était son cœur qui l'exprimait. Quelques heures avant de trouver la mort, le Snami avait eu une prémonition. Il m'est arrivé à moi aussi de pressentir un danger proche et de faire inconsciemment le geste salvateur. Est-ce à force de vivre constamment sur le qui-vive, les sens toujours en éveil, qu'on finit par acquérir un 6e sens? Peut-être.
Pendant nos déplacements vers les lieux de l'action, il nous arrive d'entrevoir sur le visage de certains hommes la marque de la mort. Ceux d'entre nous qui remarquent ce phénomène extraordinaire se regardent d'un air entendu. À la fin du combat, nous nous apercevons souvent avec tristesse que le cerne autour des yeux et l'ivoire du visage que nous avons observé étaient les signes prémonitoires de l'au-delà. Je suis toujours à la tête de la compagnie lourde zonale 1 quand nous montons en collaboration avec le 13e bataillon une attaque contre le poste militaire de Sabouna, situé à un endroit important pour les forces blindées de la HERS. Ce poste avait déjà attiré mon attention lorsque j'étais le second du chef de bataillon. Il fait partie du dispositif de défense du village de Tarf. À cheval sur la route menant à Ramsor et Wed el-Ben, ces feux sont importants pour les implantations ennemies du voisinage. Nous mettons sur pied 3 sous-groupements. Celui placé sous le commandement d'Ahmed Ridouchi est chargé de l'assaut sur Sabouna. Les 2 autres confiés respectivement à Abdallah Sennani, compagnie lourde zonale 1, et à Fizari, dit Blandan, 13e bataillon, doivent créer des bouchons de part et d'autre du dispositif principal. Ces 2 hommes sont les meilleurs qu'on puisse trouver pour un tel travail. Fizari, on s'en souvient, avait reçu 9 balles dans le corps lors de l'accrochage de Jbel el-Feddan, en compagnie du chef de bataillon Abdellawi et de son adjoint militaire Qaddour Tamer, dit Bouhrara. Je suis le déroulement de l'action en prêtant une attention particulière à celle qui se déroule sur le pont de Sabouna, compte tenu de son importance stratégique et des moyens que nous avons engagés. Installé du côté de Jbel Tsid, au point côté 157, nous disposons d'un poste radio VHF qui fait partie d'un lot d'une dizaine de postes que l'état-major vient de nous faire parvenir à titre d'essai. Des maniements très faciles, ces postes de 5 à 6 kg se portent sur la poitrine. Ils permettent de capter les liaisons de l'ennemi à quelques 5 km à la ronde. Avant le déclenchement de l'opération, je me mets à chercher par tâtonnement la fréquence qu'utilisent les militaires français. Un jeu d'enfant. Les fréquences sont réglées au préalable, je me cale sur une plage qui semble être la bonne. Nous attendons. Plus l'heure H approche, plus nous sommes anxieux. La nervosité gagne mes compagnons et chacun gère comme il peut. Je tue le temps en grillant discrètement des cigarettes. D'habitude, pour ne pas faire repérer le rougeoiement de ma clope, je mets une couverture sur ma tête ou bien je m'abrite derrière un obstacle du terrain. Dès l'ouverture du feu, l'envie de fumer disparaît et fait place à la mécanique fébrile et froide en même temps des gestes du combattant. La même question nous taraude l'esprit. Nos hommes vont-ils réussir à investir le poste? Vont-ils subir des pertes? Au bout d'une trentaine de minutes, le feu des armes légères cesse contre Sabouna et Ramlessoug. Seule l'artillerie continue à pilonner. Du côté des bouchons, placés au sud et à gauche du pont, le silence est total. Par expérience, nous nous représentons le déroulement de la bataille et suivons l'action de nos hommes, minute par minute. Au bout d'un moment, les tirs de l'artillerie deviennent sporadiques. Brusquement, une voix retentit à travers la radio. Un soldat échappé de Sabouna est en contact avec le poste de Jbel Tessaïd. Le soldat en communication radio désemparé demande qu'on lui indique le passage dans le champ de mines pour qu'il puisse rejoindre les siens. La réponse tardant à lui parvenir, ils fond en sanglots. Le désespoir du Troufant nous renseigne sur le succès de l'attaque. Nous exultons quand nous comprenons que Ridouchi a réussi à investir son objectif. Au même instant, nous observons une effervescence à Tessaïd. Véhicules et engins blindés sont en préparation. Une voix péremptoire ordonne au chef du convoi de se porter sur Sabouna. Apparemment, le soldat désemparé ne les a pas encore rejoints. Ils ne savent rien de ce qui s'est passé. Une dernière recommandation enjoint au chef du convoi, qui va à la rescousse de Sabouna, d'être sur ses gardes. Fais attention et chauffe bien dans le coin. Nous craignons pour Fizari et son unité et nous espérons qu'ils se sont repliés, puisque l'action principale qu'ils étaient chargés de soutenir est terminée. Nous suivons des yeux les lumières de 4 véhicules qui se déplacent sur la piste longeant Sha'bet el-Karamsa pour rejoindre la route de Ramlessoug. Nous sommes loin de penser que Fizari est encore sur place et nous n'attendons donc aucune réaction de sa part. Une fois les 4 véhicules engagés sur la route, nous sommes surpris d'entendre des explosions presque simultanées. Le feu sur les véhicules, venu prêter main forte aux défenseurs du poste dévasté par Ridouchi, est intense et bref.
Les 4 véhicules tombés dans l'embuscade s'enflamment en même temps. Fizari a été bien inspiré de ne pas se retirer tout de suite. Question de sang-froid. Il était proche du lieu de l'attaque principale, il a vu qu'elle avait réussi, il avait compris que l'ennemi allait dépêcher des renforts, il a attendu sur place. Dès l'approche des engins, il frappe 3 EBR et un véhicule chenillé Half-Track se présente. Le premier véhicule saute sur les 2 mines anti-chars lancées sur l'asphalte, les 2 autres sont atteints par les charges creuses des lance-roquettes. Le véhicule chenillé reçoit de plein fouet un obus de 57 mm. Les 3 engins de reconnaissance blindés à roues, transportant chacun 5 hommes, sont détruits. Leur équipage ne peuvent s'en extirper et meurent carbonisés. Les 8 hommes du Half-Track sont pris sous les tirs des armes individuelles des hommes de Fizari. Un seul soldat échappe à la mort et est fait prisonnier. Choqué, il répète hébété « Ils ont tous cramé, ils ont tous cramé ». Je lui fais donner à boire et j'essaie de le calmer en lui répétant qu'il n'a rien à craindre de nous. L'artilleur aux 2 tombeaux. De toutes ces batailles d'usure engagées par nous contre les forces de l'adversaire, j'en retiens une remarquable en regard des résultats obtenus et des moyens engagés. Jbel el-Hamra, qui verra la mobilisation de 2 bataillons d'infanterie, le 13e bataillon commandé par Mohamed Selmoun, successeur de Abdellaoui, blessé, et le 25e commandé par Youssef Boubir. La première compagnie lourde zonale avec l'ensemble de ses moyens, 6 canons de 75 mm, 6 autres de 57 mm, 6 mortiers de 82 mm, 6 mitrailleuses de 12 sur 7 mm, 12 mitrailleuses de 7 sur 62 mm et 12 lance-roquettes anti-chars sera chargée de l'appui. J'assure le commandement et la coordination du groupement ainsi constitué. La zone d'action restreinte du sous-groupement est comprise entre Rm el-Soug et Mishta el-Hamra, soit un front de 8 km environ. L'opération doit durer 3 jours. L'articulation des forces est ainsi arrêtée. 2 bataillons subdivisés en 3 formations, elles-mêmes réparties en plusieurs détachements correspondant au nombre de postes à attaquer simultanément. L'intervention des forces est étalée chacune sur une nuit. Les mitrailleuses lourdes de la CLZ doivent se déployer dans la région de Bled Shahala dès la première journée et rester en position tout au long de l'action pour couvrir les unités d'infanterie et neutraliser l'aviation. Le repos des hommes se fera pendant la nuit, au moment où l'aviation est contrainte de suspendre son activité. Après un briefing clair, concis et précis avec les chefs de bataillon, les détachements rejoignent à la faveur de l'obscurité leur position face à leurs objectifs respectifs. Au cours de la seconde partie de la nuit, je mets mes pièces de DCA en batterie. Sur mon chemin, je croise une colonne se repliant après son action. Elle transporte quelques blessés, parmi eux un Harki qui a reçu une balle dans le ventre. L'esprit sans doute brouillé par la douleur, il crie sa colère. « Vous avez vu ce que nous ont fait subir ces salauds de Flaga hier soir ?» Une fois ma mise en place terminée, je pousse au lever du jour une reconnaissance jusqu'à la route qui mène de Rm el-Soug à Al-Hamra. Je découvre un véritable champ de bataille. Une carcasse de char fume encore au milieu des barbelés. Des traces de chenilles sur le bas-côté du talus montrent que l'engin avait quitté en catastrophe la route asphaltée, où il avait été atteint. Ça et là, des taches graisseuses marquent les places où des véhicules ont brûlé. Les carcasses, pour le bon moral des civils français, ont été rapidement enlevées. Un peu plus tard, je saurai comment Bouhrara, qui avait placé dans un fossé 2 lance-roquettes, payant d'audace et allait se placer au milieu de la route pour faire signe à un char de s'arrêter. Les tankistes, découvrant dans le faisceau lumineux des phares une silhouette debout en plein milieu du macadam et pensant avoir affaire à un élément ami, freinent sec.